À 17 ans, mon père m'a humilié à son gala d'anniversaire, m'accusant d'avoir volé 7 000 € devant 200 invités. Il m'a renié et mis à la porte. Des mois plus tard, mes preuves ont révélé la vérité et ont laissé l'empire de ma famille en ruine. À 17 ans, mon père m'a humilié au gala de son anniversaire et m'a accusé d'avoir volé 7 000 € devant 200 invités. Il m'a renié et mis à la porte. Des mois plus tard, mes preuves ont révélé la vérité et ont laissé l'empire de ma famille en ruine. Salut, Reddit. Ma famille a essayé de ruiner ma vie pour protéger son enfant prodige. Alors, j'ai exposé les mensonges, pris le contrôle de mon avenir et je les ai laissés derrière moi. Mais ils n'en avaient pas encore fini avec moi. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Léo Dubois. J'ai 17 ans, je suis le fils aîné de Thomas et Véronique Dubois, et celui dont la famille ne se vante jamais. Mon père dirige Dubois Dynamique, une entreprise de technologie de défense qui prospère grâce aux contrats et aux cocktails mondains. Ma mère traite nos vies comme une production théâtrale. Chaque apparition est répétée et peaufinée. Ma sœur, Angèle, 15 ans, est la star de leur spectacle. Des notes parfaites, un charme infini, l'enfant prodige. Et moi, je suis le silencieux qui construit du code au lieu des conversations, le gamin qu'ils essaient de cacher quand les caméras apparaissent. Ce soir, c'était le 50e anniversaire de mon père, et ils en avaient fait un spectacle. La salle de bal du Country Club de Valois ressemblait à une collecte de fonds présidentielle. Des lustres flamboyants, du champagne à flot, un groupe de jazz jouant trop doucement sous le bourdonnement des conversations coûteuses. Il y avait 200 personnes ici, des politiciens, des investisseurs, des clients, des journalistes. La famille était en représentation, et Thomas Dubois adorait chaque seconde. J'étais assis près du fond, écoutant à moitié, vêtu d'un costume qui ne m'allait pas tout à fait. Angèle était au centre de tout, se faufilant dans la foule comme une politicienne aguerrie. Elle avait déjà prononcé un discours sur tout ce qu'elle avait appris de l'éthique de travail de papa, recueillant des applaudissements polis. Ma mère planait à proximité, louant le décor qu'elle avait personnellement conçu. Je gardais la tête baissée, faisant défiler un article sur la robotique sur mon téléphone et essayant de rester invisible. Puis, juste après le plat principal, mon père a tapoté un verre pour demander le silence. La salle s'est tue instantanément. Avant de couper le gâteau, dit-il, sa voix résonnant dans le micro. Je veux aborder quelque chose d'important. Quelque chose de décevant. Mon estomac s'est noué. Le ton était faux. Trop froid. Trop délibéré. Il m'a fait signe. Léo, monte ici. Toutes les têtes se sont tournées. Je me suis figé, puis je me suis levé, marchant vers la scène sous une centaine de regards curieux. Ma mère attendait près du podium, un dossier serré contre sa poitrine comme une pièce à conviction. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, j'aurais aimé ne pas avoir à faire ça ce soir, mais l'intégrité est une valeur chez les Dubois, et parfois l'intégrité signifie affronter de dures vérités. Angèle s'est approchée, le visage déjà en train de se décomposer. Je ne voulais rien dire, a-t-elle murmuré dans le microphone. Mais je ne peux pas continuer à mentir pour lui. Le bras de mon père s'est refermé sur mon épaule. Notre fils, a-t-il dit, sa voix lourde d'une déception répétée, a volé sa propre mère. Des murmures de stupeur ont parcouru la salle. Véronique a ouvert le dossier et a produit une pile de reçus. 7 000 € d'achat non autorisés, a-t-elle annoncé. Des appareils électroniques haut de gamme, des baskets, tout a été débité sur ma carte. Ce n'est pas j'ai commencé, mais Angèle m'a coupé. Je l'ai vu prendre la carte du portefeuille de maman, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son maquillage parfait. Je l'ai supplié d'arrêter. Des mensonges, tout ça. Mais la performance était impeccable. La sécurité est apparue à côté de moi. Mon père a hoché la tête. Fouillé sa veste. On m'a dit que je pouvais partir ou consentir à une fouille conformément au règlement du club. J'ai dit oui. Que étais-je censé faire d'autre? Puis, avec une précision théâtrale, l'un d'eux a mis la main dans ma poche intérieure et en a sorti une carte de crédit et 2 reçus imprimés. Je n'avais pas porté ce costume depuis des semaines. Mon pouls battait la chamade dans mes oreilles. La veille au soir, maman m'avait aidé à choisir mon costume. C'était la première fois depuis des années qu'elle se souciait de ce que je portais. Alors, bien sûr, les reçus étaient déjà dans la poche intérieure. La foule bourdonnait. Les téléphones se sont levés, enregistrant.
Angèle a enfoui son visage dans l'épaule de maman. Mon père me regardait comme si j'étais un étranger. Tu déshonores cette famille, a-t-il dit. Tu abuses de notre nom. Tu es fini. Ma voix s'est brisée. Inutile contre le mur de la trahison mise en scène. Il s'est avancé, me dominant. À partir de cet instant, tu es coupé de tout. Plus d'argent de poche, plus de fonds pour l'université, plus de place dans cette maison. Tu n'es pas un Dubois. Certains invités chuchotaient, d'autres secouaient la tête. Quelques-uns levaient leur téléphone plus haut. La sécurité m'a conduit vers la sortie. Alors que les portes se refermaient derrière moi, j'ai entendu le groupe recommencer à jouer comme si de rien n'était. Dehors, la pluie battait le parking. Mon téléphone vibrait de notifications, de messages, de captures d'écran, de photos de moi escorté dehors déjà en circulation. En moins d'une heure, le comité des bourses que j'avais passé des années à impressionner m'a envoyé un email, statut de la candidature en cours d'examen. Je suis resté seul sur le trottoir, trempé et tremblant. Ma famille était à l'intérieur, riant avec des sénateurs et des PDG, et j'étais le voleur qu'ils avaient chassé pour protéger leur illusion. Une berline noire s'est arrêtée. Mathis s'est penché du côté conducteur. Monte. J'ai glissé sur le siège passager, trempé et silencieux. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il avait déjà vu les vidéos. Tout le monde les avait vues. Tu restes chez moi, a-t-il dit. Pas de discussion. De retour à l'appartement de Mathis, j'ai laissé tomber ma veste trempée sur le sol et je me suis assis sur son canapé. Pas de famille, pas de maison, pas de plan pour l'avenir. Juste la certitude que les gens qui étaient censés me protéger m'avaient transformé en méchant pour se sauver eux-mêmes. Mais assis là, dans le noir, une pensée différente a pris forme, plus nette, plus claire. Ils voulaient que je disparaisse. Ils voulaient que je sois impuissant. Ils voulaient que le monde croie que je n'étais rien sans eux. J'ai regardé la pluie strier la fenêtre et je me suis fait une promesse. Ils allaient regretter de m'avoir sous-estimé. Je dormais sur le canapé de Mathis depuis 3 semaines quand le choc s'est estompé. Les premières nuits, je ne dormais presque pas. Mais la vie ne s'arrête pas parce que vous avez été humilié. Le loyer existe toujours. Les dates limites de candidature à l'université passent toujours. Alors j'ai travaillé. L'oncle de Mathis possédait un atelier de réparation coincé entre une laverie et un prêteur sur gage en périphérie de la ville. Il m'a trouvé un travail de nuit là-bas, à nettoyer des cartes mères, à remplacer des écrans de téléphone fissurés et à ressouder des ports d'ordinateur portables pour le salaire minimum. Les commérages me suivaient partout. Véronique, ma mère, avait dit à quiconque posait la question que j'étais dans un centre de désintoxication après avoir fréquenté les mauvaises personnes. C'était plus facile pour elle de mentir que d'admettre qu'il m'avait mis à la porte. À l'école, les professeurs ont cessé de m'interroger. Des gens que je connaissais depuis des années traversaient le couloir pour m'éviter. Mes coéquipiers de robotique, que je pensais être des amis, m'ont retiré du groupe de discussion. Angèle publiait des stories Instagram avec des légendes comme certaines blessures viennent de ceux qui nous sont les plus proches et des hashtags comme trahi par le sang. Ses abonnés inondaient les commentaires de sympathie. La colère qui m'avait semblé si lourde au début a commencé à se durcir en quelque chose de plus tranchant. S'ils allaient ruiner mon nom, je construirais un dossier si solide qu'il écraserait le leur. J'ai commencé par fouiller chaque détail dont je pouvais me souvenir sur la nuit où les achats ont eu lieu. Les transactions dataient d'un mardi. J'avais un entraînement de robotique jusqu'à tard. Je n'étais même pas à la maison. Cela seul ne prouvait rien, mais c'était un début. Ensuite, je me suis connecté au routeur de la maison. Il n'avait pas changé le mot de passe administrateur. Je l'avais configuré 2 ans plus tôt quand j'avais construit un laboratoire à domicile, un NAS bon marché avec une journalisation centralisée. J'avais configuré le VPN et la journalisation sous mes propres comptes quand j'y vivais encore. Je n'ai jamais accédé à du contenu qui ne m'appartenait pas, seulement aux métadonnées des appareils et aux archives cloud liées à mes abonnements. Le routeur, la sonnette et l'imprimante envoyaient des journaux de taille au NAS. Après avoir été expulsé, j'ai accédé au NAS via le tunnel d'administration à distance de mon VPN et j'ai récupéré les événements horodatés des appareils. Les journaux d'accès listaient chaque appareil qui s'était connecté au cours des 6 derniers mois. J'ai corrélé les journaux de bail DHCP du routeur. Appareil MacBook Pro d'Angèle en ligne de 18h20 à 19h15 avec les horodatages des emails des marchands. Plus tard,
les journaux de synchronisation du navigateur de son compte scolaire, obtenus par assignation, ont confirmé les heures. Les 3 horloges coïncidaient à la minute près. Puis j'ai vérifié le compte de la caméra de la sonnette. Celui-ci aussi était toujours lié à mon email. Un autre oubli. L'archive cloud montrait une vidéo claire d'Angèle signant pour 2 colis de livraison un vendredi après-midi alors que j'étais connecté aux ordinateurs du laboratoire de robotique à l'autre bout de la ville. L'archive cloud de la sonnette était à mon nom et j'avais toujours les codes de secours de l'authentification à 2 facteurs de la configuration. L'accès était donc légal. Enfin, mon NAS avait capturé les métadonnées des tâches AirPrint dans le fichier journal syslog, nom du fichier, utilisateur et horodatage de l'imprimante HP de maman. L'entrée montrait une tâche intitulée reçu-commande.pdf provenant de l'utilisateur d'Angèle la nuit précédant le dîner. Des semaines plus tard, les détectives ont extrait le journal des tâches intégrées de l'imprimante et les métadonnées de notre compte HP Smart, qui correspondait à mon journal de taille en cache à la minute près. J'avais configuré toute l'infrastructure sous mes propres comptes. Le routeur, le NAS et l'abonnement à la sonnette étaient tous enregistrés à mon nom avec mon email comme propriétaire et contact de facturation. Je n'ai rien publié ni divulgué. J'ai exporté les journaux et les hachages, puis j'ai fait examiner par un conseil ce que je pouvais utiliser. Pour tout ce qui dépassait ma propriété, j'ai traité mes métadonnées locales comme des pistes et j'ai prévu de les corroborer correctement. Pièce par pièce, l'image est devenue indéniable. Le vol, la mise en place des preuves, la performance, tout avait été orchestré par Angèle. Ils avaient été tellement concentrés à me détruire qu'ils avaient oublié à quel point j'avais moi-même construit l'infrastructure de la maison. J'ai tout organisé dans des dossiers sur une clé USB, journaux de routeur, séquences de caméra, capture d'écran, horodatage. Je n'étais pas encore prêt à l'utiliser, mais je le serai. Et quand je le ferai, je ne me contenterai pas de laver mon nom. Je démolirai l'image qu'il s'était construite. Un jeudi soir, alors que je fermais l'atelier, une Mercedes noire s'est garée devant. Julien Reynaud en est sorti. Costume sur mesure, montre chère et un air qui disait qu'il ne faisait pas de visite surprise. Il a attendu près de la porte jusqu'à ce que je l'ouvre. « Ça vous dérange si on parle ?» a-t-il demandé, entrant sans attendre de réponse. Julien était l'associé de mon père, l'homme qui avait murmuré à la fête qu'il devrait se débarrasser du poids mort. Je doutais qu'il soit là pour bavarder. « Je vais faire simple », a-t-il dit, sortant un dossier de sa mallette. Thomas est prêt à faire disparaître tout ça. Un arrangement, de l'argent liquide, discret. Je n'ai pas touché le dossier. Quel est le piège? Vous signez ça, a-t-il dit en faisant glisser un document sur le comptoir. Une renonciation légale co-signée par un tuteur à toute réclamation sur la succession du bois, maintenant ou à l'avenir. Une fois que vous aurez fait ça, nous vous verserons une somme généreuse et nous irons de l'avant. Plus de drame. Tout le monde y gagne. J'ai parcouru le papier. L'offre était réelle. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Mais le message sous-jacent était clair. Ils avaient peur de ce que je pourrais faire. C'était une tentative d'acheter mon silence. Même si je signais sans tuteur, ça ne tiendrait pas. Ils comptaient sur la pression, pas sur la force exécutoire. J'ai repoussé le document vers lui. Dites à mon père que je ne suis pas à vendre. Julien m'a étudié un long moment, son sourire se crispant. Tu fais une erreur, Léo. Ça ne se terminera pas comme tu le penses. Ça se terminera exactement comme je le pense, ai-je dit. Juste pas pour vous. Il est parti sans un autre mot. Pour la première fois depuis cette nuit au country club, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du contrôle. J'avais la vérité. J'avais la preuve. Et bientôt, j'aurais la seule chose qu'ils ne pourraient pas racheter, leur réputation. À la fin de l'automne, mes bribes de preuves s'étaient transformées en une arme. La clé USB que j'avais constituée n'était plus seulement une preuve. C'était un dossier en béton. Chaque fichier avait sa place. Capture d'écran des commandes en ligne, journaux de routeur avec horodatage, images de la sonnette montrant les livraisons, faux reçus imprimés depuis le compte d'Angèle. Tout s'alignait en une chronologie qui racontait une histoire bien plus forte que tous les mots que je pourrais prononcer. Mais je savais que les preuves seules ne suffisaient pas. Mes parents ne se souciaient pas des faits. Ils se souciaient des apparences, et pour détruire les apparences, j'avais besoin d'une scène. C'est alors que Mathis a fait entrer Eva Martin en scène. Il me l'a présentée un après-midi après l'école, en posant son sac à dos près du canapé.
Léo, voici Eva, étudiante en journalisme, podcast d'investigation. Elle pourrait peut-être t'aider. Eva m'a serré la main avec une poignée ferme et un regard évaluateur. Mathis dit que tu es assis sur un scandale. C'est vrai? Ce n'est pas un scandale, ai-je dit en lui tendant une copie des preuves. C'est un coup monté. Ma sœur a mis en scène un vol, a placé des preuves, et mes parents ont suivi. Elle a fait défiler les dossiers, s'arrêtant sur les journaux de routeurs et les images vidéo. C'est sérieux et c'est en béton, mais les preuves ne sont qu'une partie de la bataille. Les gens ne se rallient pas derrière des données, ils se rallient derrière des histoires. J'ai froncé les sourcils. Alors, quelle est l'histoire? Elle s'est penchée en arrière, les yeux plissés. Dubois Dynamics soumissionne pour un contrat de défense gouvernementale. Leur argumentaire repose entièrement sur la confiance, l'héritage, l'intégrité familiale. Si le public découvre que la famille du PDG a piégé son propre fils pour protéger son image, ce contrat meurt avant même que l'encre ne sèche. Je n'étais pas au courant du contrat. L'angle d'Eva était meilleur que tout ce que j'avais prévu. Alors, on les expose, ai-je demandé. Pas tout d'un coup, a-t-elle dit. Phase 1, on révèle la vérité localement, assez pour écorner leur image. Phase 2, on lit cette vérité directement à l'entreprise. Une fois que les investisseurs et les partenaires s'inquiéteront, toute l'opération s'effondrera. Le plan était audacieux, mais il avait du sens. Nous avons passé des heures à le peaufiner. Eva raconterait l'histoire sur son podcast, en profondeur, en utilisant des documents et des témoignages pour construire un récit. Mathis corroborerait les détails, y compris la nuit où il a vu Angèle avec les colis. Je resterai en coulisses pour préparer la vérification technique et les sauvegardes. Il ne nous manquait plus qu'une dernière pièce. Un aveu réel et indéniable d'Angèle elle-même. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. 2 semaines plus tard, le plus grand événement du semestre a eu lieu, une fête après le bal de rentrée dans la maison au bord du lac d'un camarade. C'était le genre de rassemblement pour lequel Angèle vivait. Influenceur, star du conseil des élèves, enfant de donateur. Je n'étais pas invité, mais Mathis l'était, et c'était tout ce dont nous avions besoin. Elle va se vanter, a-t-il dit avant de partir. Elle le fait toujours. Et elle ne peut pas résister à se vanter quand elle est le centre de l'attention. Des heures plus tard, une notification a sonné sur mon téléphone. Un flux audio en direct du minuscule enregistreur caché dans la veste de Mathis. Notre état est à consentement unilatéral et Mathis faisait partie de la conversation, donc l'enregistrement était légal. La musique et les bavardages remplissaient l'arrière-plan, mais la voix d'Angèle était nette et confiante. Bien sûr que je l'ai piégé, disait-elle. Papa ne me remet jamais en question. J'ai juste imprimé un faux reçu et j'ai un peu pleuré. Ils ont cru chaque mot. Quelqu'un a demandé si elle avait peur que Léo ne riposte. Riposter, s'est-elle moquée. Il est fauché. Il n'est plus à la maison et personne ne se soucie de ce qu'il dit. Il n'est rien. Chaque mot resserrait le nœud dans ma poitrine. Elle n'avouait pas par accident. Elle en était fière. Fière d'avoir ruiné ma vie parce qu'elle savait qu'elle le pouvait. Le rebondissement le plus inattendu est venu lorsque Madame Évrard, l'une des amies les plus proches de Véronique et un pilier de leur cercle social, est intervenue dans la conversation. Sa voix était basse mais ferme. Angèle, te rends-tu compte de la gravité de ce que tu dis? Angèle a haussé les épaules. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Ils m'ont cru. Ils me croiront toujours. C'est à ce moment-là que le vent a tourné. Madame Évrard n'a pas gardé ça pour elle. Le lendemain matin, l'histoire de l'aveu désinvolte d'Angèle circulait dans la haute société du quartier. Le lundi, 2 family office se sont retirés des accords de co-investissement avec Dubois Dynamics. Les fissures s'étendaient. J'ai retrouvé Eva cet après-midi-là dans un petit café près du campus. Elle avait mon dossier étalé sur la table et un sourire qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. On est prêt, a-t-elle dit. Le premier épisode sort la semaine prochaine. Une fois qu'il sera sorti, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu es sûr qu'ils n'essaieront pas de l'étouffer? Ils essaieront, a-t-elle dit. Mais les faits sont trop solides. Et une fois que ce sera public, ils seront sur la défensive, pas à l'offensive. J'ai regardé la neige tomber dehors, la ville froide et grise. Pendant des mois, ils ont dicté l'histoire. J'étais le voleur, l'échec, la honte.
Ils avaient bâti leur empire sur le contrôle et la manipulation. J'allais le démolir avec la vérité. La semaine où le podcast d'Eva est sorti, la température à Valois a changé. Le premier épisode de En Profondeur, intitulé Le mensonge des Dubois, a été mis en ligne le mardi 28 octobre. Eva a commencé par une question simple. Que se passe-t-il lorsque les personnes censées vous protéger décident de vous détruire? À partir de là, elle a tout exposé. Les achats par carte de crédit, les preuves placées, les vantardises d'Angèle à la fête, les eurodatages qui prouvaient que je n'étais même pas à la maison. Chaque affirmation était étayée par des documents, des captures d'écran et des traces numériques vérifiables. Eva a même fait vérifier les hachages de fichiers et les eurodatages par un consultant en informatique légale avant la diffusion. À midi, l'épisode avait plus de 50 000 écoutes. Au coucher du soleil, il était en tendance localement, et le lendemain matin, le service de relations publiques de Dubois Dynamique était en feu. Les présentateurs des nouvelles locales ont rediffusé des extraits du podcast, débattant de l'histoire en direct à la télévision. Mes parents, qui avaient passé des décennies à construire leur réputation, étaient maintenant définis par un seul titre, la famille d'un PDG piège son propre fils. La première personne à rompre le silence fut Véronique. Elle a publié une déclaration soigneusement rédigée sur les réseaux sociaux, affirmant que l'histoire était une fiction et une tentative d'un ancien membre de la famille mécontent de chercher l'attention. C'était exactement ce qu'Eva avait prédit qu'il ferait. Rejeter les preuves, remettre en question ma crédibilité, s'enfoncer dans le mensonge. J'étais prêt pour ça. Le lundi 3 novembre, j'ai déposé une plainte à la police et, sur une voie civile distincte, j'ai envoyé une lettre recommandée à mes parents. Elle décrivait 4 exigences. Ce n'est pas une négociation pour éviter des poursuites, ai-je écrit. La plainte pénale suit son cours quoi qu'il arrive. Les termes civils visent à réparer le préjudice que vous avez causé. Une confession notariée d'Angèle. La restauration complète de mon fonds pour l'université, plus une compensation financière pour les dommages. Des excuses publiques pour les fausses accusations. La démission d'Angèle de tous les postes de direction et des conseils extrascolaires. Ils avaient 5 jours ouvrables pour se conformer. Date limite, vendredi 7 novembre, 17 h. S'ils ne le faisaient pas, j'engagerais une action en diffamation et demanderais des dommages et intérêts civils complets. Leur réponse fut le silence. Le vendredi 7 novembre, je suis sorti de l'atelier de réparation après un service tardif et j'ai trouvé Thomas qui attendait près du trottoir. Il était appuyé contre son SUV noir, son costume toujours parfait, l'expression gravée dans la pierre. « Tu crois que ça va marcher ?» a-t-il demandé alors que je m'approchais. « Tu crois que tu peux nous humilier et t'en tirer ?» Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. Je n'humilie personne. Je dis la vérité. Ton coup monté pourrait coûter leur emploi à des centaines de personnes, a-t-il lancé. Contrat, accord, moyen de subsistance, tout ça parce que tu fais un caprice. J'ai soutenu son regard sans ciller. Tout ça arrive parce que vous avez menti. Toi et maman avez fait un choix. Vous ne m'avez pas seulement mis à la porte. Vous avez détruit mon nom. Les actions ont des conséquences. Sa mâchoire s'est crispée. Retire le podcast. Non. Alors je ferai en sorte que tu le regrettes. Il s'est détaché du SUV et s'est approché, baissant la voix. Tu es toujours mon fils. Je peux faire disparaître tout ça. Une déclaration publique, un don en ton nom. Peut-être même rétablir le fonds en fiducie. Mais tu arrêtes ça maintenant. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit. Et je ne veux pas de ton approbation. Je veux que vous rendiez des comptes. Si c'est trop vous demander, alors nous avons terminé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression. Pas du regret, mais de la peur. Puis il s'est retourné et est monté dans le SUV sans un autre mot. Eva n'en avait pas fini. Elle a sorti un 2e épisode de podcast. Celui-ci se concentrait sur la façon dont la marque Dubois Dynamique était bâtie sur des valeurs familiales alors que leur PDG reniait son propre fils sur de fausses accusations. Elle alliait le scandale aux documents de l'entreprise, aux campagnes de relations publiques et aux rapports aux investisseurs. C'était une démolition chirurgicale, et elle a frappé plus fort que nous ne l'avions prévu. En 48 heures, les conseillers ont revu à la baisse les estimations internes d'environ 12% et les prêteurs ont signalé des clauses plus strictes. Une lettre d'intention en attente a été suspendue.
Plusieurs organisations à but non lucratif locales se sont publiquement distancées de la fondation caritative de Véronique. L'école d'Angèle l'a suspendue de tous les postes de direction en attendant une enquête. Même Julien Reynaud, qui m'avait autrefois qualifié d'erreur, divulguait maintenant des citations anonymes aux journalistes sur la mauvaise gestion et le manque de surveillance. Les murs se refermaient sur eux. J'ai passé ces jours à travailler, à répondre aux emails des journalistes et à regarder l'histoire se propager. Il n'y a pas eu de moment de triomphe spectaculaire, pas de mise à terre cinématographique, juste une érosion constante et implacable de tout ce qu'ils chérissaient. Réputation, richesse, contrôle. Un soir, Mathis et moi avons regardé un reportage en direct montrant le siège de Dubois Dynamique avec une foule croissante de journalistes à l'extérieur. Tu te rends compte qu'ils paniquent, n'est-ce pas, a dit Mathis. Ils ont perdu le contrôle de l'histoire. C'est le but, ai-je dit. Pour une fois, ce ne sont pas eux qui décident du récit. À la fin de la semaine, je savais que nous avions franchi une ligne de non-retour. Les Dubois ne pouvaient plus me rejeter comme un adolescent mécontent. J'étais une menace légale, une crise de relations publiques et une responsabilité ambulante. Et ils étaient sur le point d'apprendre ce que c'était que d'être impuissant dans une histoire qu'ils ne pouvaient plus contrôler. La prochaine étape n'était pas la mienne. C'était la leur. Et quel que soit le choix qu'ils feraient ensuite, cela déterminerait combien il leur restait encore à perdre. La pression sur les Dubois a explosé en une seule semaine. Le conseil d'administration de Dubois Dynamique a convoqué une réunion d'urgence après que 2 investisseurs ont gelé leur financement et qu'un bureau des marchés publics a ouvert un examen de la responsabilité et de l'éthique. L'empire de Thomas, construit sur des décennies, perdait de l'argent et de la crédibilité d'heure en heure. Derrière la façade polie, la panique se propageait. C'est alors que Véronique a appelé. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Léo, nous devons parler. S'il te plaît, viens à la maison, juste pour une réunion. Nous t'écouterons. J'ai accepté, mais seulement à mes conditions. La conversation est enregistrée. Un avocat sera présent. Si l'un de vous deux sort, c'est terminé. Elle a hésité, puis a dit oui. 2 jours plus tard, je me tenais dans le hall de la maison d'où j'avais été chassé. Tout semblait identique. Les sols en marbre blanc, l'art sélectionné, l'odeur de cire pour meubles coûteux. Mais l'énergie était différente. La posture de Thomas était tendue. Les yeux de Véronique étaient rouges d'avoir pleuré. Angèle était assise sur le canapé, les bras croisés, se rongeant les ongles. C'était une famille assiégée, et il le savait. Merci d'être venu, dit Thomas avec raideur. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger. Ce n'est pas une conversation. C'est une présentation, et quand ce sera terminé, vous comprendrez pourquoi vous êtes ici. Mon avocat, Maître Leclerc, a posé un enregistreur sur la table et m'a fait signe de commencer. J'ai connecté l'ordinateur portable au grand écran et j'ai ouvert ma chronologie. Elle commençait par un tableau de chaque achat en ligne, date, heure, adresse de livraison, tout étant retracé jusqu'à l'ordinateur portable d'Angèle. Venaient ensuite les journaux du routeur montrant son appareil se connectant à des sites de shopping pendant les heures où j'étais à l'école. Puis les images de la sonnette. Vidéo haute définition d'Angèle signant pour 2 colis alors que j'étais connecté au réseau du laboratoire de robotique à des kilomètres de là. Puis l'historique d'impression cloud, info reçue créée à partir de son profil utilisateur et imprimée la veille du dîner d'anniversaire. Chaque diapositive tombait comme un marteau. Angèle bougeait mal à l'aise. Véronique se couvrit la bouche. Thomas fixait l'écran, la mâchoire serrée. J'ai cliqué sur play pour le fichier suivant. L'audio de la fête au bord du lac. La voix d'Angèle a rempli la pièce. Confiante, arrogante, se vantant d'avoir placé la carte et imprimé de fausses preuves. Ils ont cru chaque mot, disait-elle. Il n'est rien. Quand l'enregistrement s'est terminé, personne n'a parlé. Tu m'as piégé, ai-je dit, brisant le silence. Et vous, j'ai regardé Thomas et Véronique, avaient choisi de la croire sans poser de questions. Vous avez détruit mon nom. Vous m'avez coûté des bourses. Vous avez dit aux gens que j'étais en désintoxication, et vous avez tout fait pour les apparences. Angèle a finalement craqué. Je suis désolé. Ne le sois pas, ai-je interrompu. Désolé ne veut rien dire quand ça vient après les dégâts. Thomas a expiré lentement, comme un homme qui retenait son souffle depuis des semaines. Que veux-tu ? J'ai brandi un document.
Ceci est un rapport de police. Fraude, diffamation, falsification de preuves, il est prêt à être déposé. Mais si vous voulez éviter ça, voici ce qui se passera à la place. J'ai énuméré les conditions une par une. Angèle écrit et signe une confession notariée détaillant tout ce qu'elle a fait. Mon fonds pour l'université est entièrement restauré avec des dommages et intérêts pour ce que j'ai perdu. Des excuses publiques sont émises par vous deux. Angèle démissionne de tous les postes extrascolaires. Toute tentative de représailles, de silence ou de diffamation entraînera le dépôt immédiat du rapport. Thomas se frotta les tempes. Véronique sanglotait doucement. Angèle fixait le sol. Personne n'a discuté. 2 jours plus tard, j'ai mis à jour le dossier du détective avec le dossier complet, et mon avocat a déposé la plainte civile en mon nom. Pas pour envoyer Angèle en prison, bien que les charges soient graves, mais pour déclencher une enquête. Ça a marché. Les détectives ont assigné les relevés bancaires, les journaux de serveurs et les données de communication. Et ce faisant, ils ont découvert quelque chose que mes parents n'avaient pas anticipé, des paiements irréguliers, des comptes fictifs et des factures falsifiées liées au plus gros contrat de Dubois Dynamique. L'enquête pour fraude est passée d'un scandale familial à un crime d'entreprise. Des semaines plus tard, après que les assignations ont révélé des factures irrégulières et des paiements fictifs, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition et ont frappé le siège à l'aube. Julien a démissionné. Les lignes de crédit ont été gelées et les conseillers ont déclaré que la valorisation de l'entreprise s'était effondrée. J'ai regardé tout ça se dérouler de loin. Le nom d'Angèle a été retiré de tous les postes de direction à l'école. La fondation caritative de Véronique a été dissoute. Le visage de Thomas a disparu des couvertures de magazines et des panels d'affaires. Tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et l'image était parti. Et je n'avais rien fait de plus que de dire la vérité et de montrer mes preuves. Je n'avais plus rien à prouver. C'était eux qui s'expliquaient maintenant aux investisseurs, aux procureurs, au monde. Les retombées n'étaient pas terminées. Elles ne faisaient que commencer. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui les fuyais. 6 mois après avoir déposé la plainte, le nom Dubois ne commandait plus le respect. Il attirait les gros titres, les procès et les chuchotements. Dubois Dynamique avait perdu 2 contrats majeurs et faisait l'objet d'une enquête pour inconduite financière. 3 membres du conseil d'administration ont démissionné. Les conseillers ont ramené la valorisation de l'entreprise à environ un tiers de ce qu'elle était. Mon père était toujours PDG sur le papier, mais il était devenu un handicap. L'organisation caritative de ma mère a fermé discrètement. La réputation autrefois parfaite d'Angèle avait implosé. Le chaos qu'ils avaient déchaîné sur moi avait fait un retour de flamme complet, et je commençais enfin à avancer. Les preuves que j'avais rassemblées n'ont pas seulement lavé mon nom. Elles ont attiré l'attention. En mai, j'ai reçu un email de Système Vecteur, une société de cybersécurité qui avait suivi l'histoire. Ils ont offert de parrainer une bourse complète si j'étais admis à l'école polytechnique, plus un stage d'été rémunéré, essentiellement une bourse de Système Vecteur liée à mon programme. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé avant que ma famille n'essaie de me ruiner. À peu près au même moment, Eva et moi avons lancé le premier projet pilote de Seconde Chance, une petite initiative que nous avions créée de toutes pièces pour aider les adolescents qui avaient été reniés ou mis à la porte par leur famille. Cela a commencé avec un simple site web, un forum de mentorat et quelques bénévoles locaux. Mathis s'occupait de la logistique, Eva de la sensibilisation et moi de la partie technique. En quelques semaines, les messages ont commencé à arriver. Des jeunes qui avaient été mis à la porte pour avoir fait leur coming out, pour avoir refusé l'entreprise familiale, pour avoir dénoncé des abus. Nous ne pouvions pas résoudre tous les cas, mais nous répondions à chaque message. Ce n'était plus de la vengeance. C'était quelque chose de mieux. Un but. Angèle, quant à elle, apprenait ce que les conséquences signifiaient réellement. Au tribunal pour mineurs, elle a été jugée et est entrée dans un programme de déjudiciarisation exigeant des travaux d'intérêt général, le remboursement au titulaire de la carte pour les frais frauduleux et un examen disciplinaire par son conseil scolaire. Mais dommages et intérêts pour diffamation suivaient une voie civile distincte. Elle a été bannie des postes de direction étudiants et des compétitions académiques. Tous les programmes d'élite qui avaient autrefois été désireux de la recruter ont retiré leurs offres. Elle passait ses week-ends à nettoyer des graffitis sur les murs de la ville et à empiler des cartons dans un refuge local. Véronique et Thomas s'effondraient plus vite qu'elle. Ma mère avait essayé de relancer son entreprise immobilière, mais personne ne voulait travailler avec elle.
Les réunions du conseil d'administration de mon père étaient désormais des sessions de survie. Les investisseurs avaient perdu confiance. Même Julien Reynaud, autrefois son plus fidèle allié, a commencé à préparer une proposition de rachat pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et à travers tout ça, il continuait d'essayer de me contacter. Au début, c'était des avocats, puis des emails, puis des lettres manuscrites. Je les ai tous ignorés. Plus tôt en avril, la première tentative en personne a eu lieu. J'étais à une exposition de robotique en ville, présentant un projet de prototype que j'avais développé avec mon équipe. En descendant de scène, je les ai vus attendre près de la sortie. Thomas et Véronique, tous deux impeccablement vêtus, mais avec une sorte de désespoir qu'aucun ne pouvait cacher. Thomas a essayé une approche différente. Nous avons eu tort. Nous le savons maintenant. Nous voulons arranger ça. Vous ne pouvez pas, ai-je dit sèchement. Vous avez cassé quelque chose que vous n'avez pas le droit de réparer. Il m'a regardé comme s'il cherchait les bons mots. Nous sommes toujours tes parents. Non, ai-je dit. Vous n'êtes que deux personnes qui m'ont mis à la porte quand j'avais le plus besoin de vous. Je suis passé devant eux et je n'ai pas regardé en arrière. À l'été, Seconde Chance avait grandi au-delà de tout ce que nous attendions. Nous organisions des ateliers mensuels sur les preuves numériques et les droits légaux. Des cabinets d'avocats locaux se sont associés à nous pour fournir des consultations gratuites. Les écoles nous ont demandé de donner des conférences. Même de petites subventions ont commencé à arriver. Nous gérions Seconde Chance sous un sponsor fiscal avec 2 conseillers adultes à notre conseil. Ainsi, les dons et les baux passaient par une supervision appropriée. Eva appelait ça l'onde de choc de la vengeance. Les conséquences involontaires d'une action destinée à me détruire. La presse a maintenu la pression sur les Dubois. Les enquêtes pour inconduite financière se sont approfondies et des rumeurs d'une lutte pour le contrôle et d'un rachat forcé ont circulé. Les conditions de déjudiciarisation d'Angèle sont devenues plus strictes après qu'elle a été surprise en train de sauter des heures de service communautaire. La nouvelle entreprise de Véronique a échoué avant même d'être lancée. Leur chute n'était plus de mon fait. C'était la gravité qui finissait le travail. Alors que l'été s'étirait devant moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. J'avais un avenir. J'avais des alliés. J'avais un travail qui comptait. Et les gens qui m'avaient autrefois défini n'étaient plus que des noms et des articles sur l'effondrement d'une entreprise. Ils m'avaient tout pris, mais j'avais construit quelque chose de plus fort sur les ruines, et il n'y avait pas de retour en arrière. L'été s'est terminé avec tout inversé par rapport au début. J'avais toujours 17 ans, techniquement un lycéen en terminale, mais la vie dans laquelle j'entrais ne ressemblait en rien à celle que mes parents avaient tracée pour moi. Le gamin qu'ils avaient traité de voleur était maintenant boursier, conférencier invité et fondateur d'un projet qui attirait l'attention nationale. Les gens qui m'avaient mis à la porte étaient maintenant des spectateurs dans une vie qu'ils ne pouvaient pas influencer. En août, après que mon admission à Polytechnique a été confirmée, j'ai accepté le parrainage de Vecteur et le stage. L'entreprise voulait que je participe au développement d'un outil qui suivait les chaînes de preuves numériques, quelque chose inspiré, ironiquement, par les méthodes que j'avais utilisées pour exposer les mensonges d'Angèle. L'opportunité commencerait après l'obtention de mon diplôme, mais j'avais déjà commencé à travailler à temps partiel sur des projets de recherche et à réseauter avec des ingénieurs. Chaque réunion, chaque email me rappelait un fait simple. Mon avenir n'était plus entre leurs mains. Seconde Chance avait grandi aussi. Nous avons obtenu notre première subvention officielle, une modeste somme de 20 000 € d'une fondation pour les droits des jeunes, et l'avons utilisée pour lancer un programme pilote de logement pour les adolescents qui avaient été forcés de quitter leur domicile. Nous avons utilisé les 20 000 € pour louer un petit duplex et couvrir le premier et le dernier mois de loyer, le mobilier de base et l'assurance. Des bénévoles ont fait les légers travaux de conversion. Notre sponsor fiscal a co-signé le bail et les coûts de fonctionnement continus provenaient de dons en nature et d'une allocation d'une église locale. Et c'est exactement à ce moment-là qu'ils ont réessayé. C'était un dimanche matin début septembre quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Nous devons parler. C'est urgent. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre texto. Nous sommes dehors. Je suis sorti de l'appartement de Mathis et je les ai vus de l'autre côté de la rue. Thomas, Véronique et Angèle debout entre eux, plus petites que je ne l'avais jamais vue. Ils ne ressemblaient pas aux personnes qui croyaient autrefois être intouchables.
Le costume sur mesure de mon père avait été remplacé par une veste de prêt-à-porter. Les cheveux parfaits de ma mère étaient striés de gris. Les yeux d'Angèle étaient cernés, ses épaules affaissées. Ils avaient perdu tout ce qui les faisait se sentir supérieurs. Et maintenant, ils étaient là, sans autre endroit où aller. « S'il te plaît, Léo, » dit Véronique quand je me suis approché. « Nous ne sommes pas là pour discuter. Nous sommes là pour demander. » J'ai gardé mes distances. « Demander quoi ?» Thomas a fait un pas en avant. « Nous voulons une chance de réparer les choses. Une vraie chance. Vous avez eu cette chance avant de me mettre à la porte, ai-je dit. » Il a hoché la tête. « Et nous avons lamentablement échoué. Mais cette famille est brisée et nous ne pouvons pas la réparer sans toi. » J'ai jeté un coup d'œil à Angèle. Elle avait à peine parlé. « Et toi? Que veux-tu? » « Je veux te dire que je suis désolé, » a-t-elle dit doucement. « Pas parce que je dois le faire. Parce que je comprends enfin ce que j'ai fait. » Je n'ai rien dit. Le silence s'est éternisé jusqu'à ce que Thomas reprenne la parole. « Nous vendons ce qui reste de l'entreprise, » a-t-il admis. « Nous avons presque tout perdu. Mais nous aimerions utiliser ce qui reste pour créer une fiducie pour toi. Université, logement, tout ce dont tu as besoin. » Leur désespoir était réel, mais ma résolution aussi. J'avais passé trop de temps à être défini par leurs décisions. Cela se terminait maintenant. « Je ne vous déteste pas, » ai-je dit. « Mais je ne vous fais pas confiance, et je ne reviendrai pas. » La voix de Thomas s'est brisée. « Est-ce que ça veut dire qu'on ne te reverra plus jamais? » « Ça veut dire que ce n'est pas vous qui déciderez si vous me reverrez, » ai-je répondu. « Si je choisis de vous avoir dans ma vie un jour, ce sera à mes conditions, pas aux vôtres. » Ils n'ont pas discuté. Ils sont juste restés là, silencieux et brisés. Alors que je rentrais à l'intérieur, 3 semaines plus tard, ils ont réessayé, pas avec des appels ou des textos cette fois, mais avec des actes. Un chèque est arrivé par la poste pour un paiement de restitution complet, plus un don à la seconde chance. Une lettre manuscrite de Thomas et Véronique était jointe, non pas pour s'excuser, mais pour reconnaître, nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous espérons que nos actions montrent que nous essayons de construire un avenir où nous serons dignes du pardon. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé le chèque. Ce n'était pas du pardon. C'était une prise de responsabilité. Le coup de grâce à leur contrôle est venu cet hiver-là. Dubois Dynamique a été liquidé et vendu à la découpe à un concurrent dans le cadre d'une vente d'actifs. L'entreprise que Thomas avait passé sa vie à construire n'existait plus que comme une note de bas de page dans le portefeuille d'une plus grande entreprise. Et alors que les gros titres mentionnaient autrefois mon nom comme le fils accusé de vol, il lisait maintenant, un adolescent dont la famille a essayé de ruiner la vie aide des centaines de personnes à reconstruire la leur. La remise des diplômes est arrivée au printemps, et j'avais encore 17 ans quand j'ai défilé. J'ai prononcé le discours de fin d'année, non pas sur la vengeance ou la colère, mais sur la reconstruction, sur la façon dont les gens qui essaient de vous briser finissent souvent par vous façonner en quelqu'un de plus fort. En descendant de la scène, je les ai vus debout au fond de l'auditorium. Mes parents, Angèle. Ils ne se sont pas approchés. Ils n'ont pas fait de signe. Ils ont juste regardé. Et pour la première fois, ils avaient l'air fiers. Sans essayer de s'en attribuer le mérite. Je suis sorti sous le soleil avec Mathis et Eva qui m'attendaient. Devant moi, il y avait un stage d'été, une organisation à but non lucratif en pleine croissance et un avenir qui m'appartenait entièrement. Les gens qui m'avaient autrefois traité de vaurien étaient maintenant des spectateurs dans une vie qu'ils ne pouvaient pas influencer. Pour la première fois depuis la nuit où ils m'ont trahi, j'étais libre. Pas seulement d'eux, mais de la version de moi-même qu'ils ont essayé de définir. Et je ne regardais pas en arrière.